Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Cette année marque le 20e anniversaire de la rétrocession de Macao à la Chine. Les 5e élections du chef de l'exécutif de Macao auront bientôt lieu. En 20 ans, comment la politique un pays deux systèmes a-t-elle changé la société de Macao et quels sont les nouveaux défis auxquels Macao doit faire face aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Xu Tiebing. Vous êtes expert en relations internationales, professeur à l'Université de communication de Chine. Et M. Wu Zexian, vous êtes ancien diplomate. Bienvenue sur notre plateau. Alors d'abord, je pense qu'il est nécessaire d'analyser un peu plus le cadre de cette politique un pays deux systèmes qui est essentiel pour la région comme Hong Kong et Macao. Donc pourquoi on a décidé de mettre en place cette politique au moment de la rétrocession, à savoir que c'est quand même une invention chinoise qui est unique au monde? Bon, en fait, c'était une politique définie bien avant la rétrocession. En 1978, vous savez, la Chine a démarré une politique de réforme et d'ouverture. Le leader de la Chine de l'époque, M. Deng Xiaoping, avait fixé 3 tâches principales pour la Chine de l'époque. La modernisation, donc on voit le résultat d'aujourd'hui. Bon. La réunification de la Chine, et puis la lutte contre l'hégémonisme et la défense de la paix. Bon. Alors, pourquoi la réunification a été l'une des 3 tâches principales? Parce que nous avons connu un passé de l'époque contemporaine assez compliqué. Il y a d'abord eu un changement de régime en 1949. L'ancien régime s'est replié sur l'île de Taïwan. Et puis, après 1949, c'est-à-dire l'année où la nouvelle Chine est née, Hong Kong, qui était sous l'administration coloniale des Britanniques, était toujours aux mains des Britanniques, et le nouveau régime de la Chine n'a pas voulu récupérer tout de suite. Macao, c'était dans le même cas, mais c'était aux mains des Portugais. Bon. Donc en 1978, Deng Xiaoping s'est dit il faudrait penser à la réunification. Il était temps. Bon. Pour réunifier, ces trois morceaux, il s'est posé une question. Est-ce qu'il faudrait imposer le même système politique et social aux 3 morceaux le jour où ils seront récupérés? Voilà, sur le plan de souveraineté. Bon, alors, si on impose le même système politique, cela veut dire qu'il y aurait une perturbation pour l'habitude des habitants, de mode de vie, et le fonctionnement du système économique aussi. Bon. Du coup, M. Deng Xiaoping a dit l'essentiel, c'est la réunification sur le plan de souveraineté. Donc c'est un pays, ça c'est clair, mais on peut permettre dans un seul pays d'avoir 2 systèmes, c'est-à-dire le système socialiste dans les autres provinces de la Chine, mais tout en laissant Hong Kong, Macao, Taïwan garder leur système capitaliste. C'est ça l'idée. Donc du coup, au moment des négociations de rétrocession de Hong Kong et de Macao, on a suivi cette politique et on a abouti à la réalité d'aujourd'hui. Je vais ajouter que du point de vue de la dimension, je dirais parmi les 3 territoires comme M. Wu avait bien énuméré, Taïwan, Hong Kong et Macao, ce dernier ne constitue pas, je dirais, un poids assez lourd, relativement faible. Donc, du point de vue de politique, risque, etc., ça ne constitue pas un grand problème, premier. Et deuxièmement, je pense que dans la réflexion de leaders chinois, il faut maximiser l'avantage et opportunité fournis par Macao et Hong Kong comme free port, c'est-à-dire le port libre, et comme une sorte de transit qui facilite les contacts, l'exportation, mais aussi importation, capitalisation, investissement. Donc économiquement, c'est une sorte de fenêtre, une sorte de
plateforme. Bien sûr, Hong Kong est plus fort que Macao, mais les deux, c'est dans la même nature. Et enfin, troisième, je pense aussi, c'est que il faut voir que derrière Hong Kong, on le sait, c'est colonie britannique. Et que comme l'ancienne puissance, cette mentalité coloniale, etc., existait beaucoup plus fort à Londres qu'à Lisbonne. Et que depuis 1949, effectivement, c'est que les diverses autorités de régime politique du Portugal n'ont jamais fait vraiment d'offensive ou de défis je dirais, au système socialiste de la Chine, ainsi que comme une sorte de récompense. Ils ont donné ce côté de Pékin, ont donné une sorte de traitement en faveur. Alors, de quoi s'agit-il exactement, cette politique d'un pays, deux systèmes? Donc, quand on dit deux systèmes, ça veut dire quoi exactement? Exactement, cela veut dire que la souveraineté, bon, appartient toujours au gouvernement central, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, alors, le pouvoir administratif appartient aux autorités locales. Et les autorités locales sont élues, voilà, par les habitants de la ville de Hong Kong ou de Macao. D'accord? Il y a aussi le pouvoir législatif local. C'est-à-dire, il y a une loi fondamentale qui a été adoptée par l'Assemblée populaire nationale à Pékin, qui définit le statut de Macao et de Hong Kong. Mais par contre, pour toutes les lois locales, il y a un conseil législatif, voilà, local, aussi bien à Hong Kong et à Macao, qui travaille là-dessus. Et puis, évidemment, sur le plan économique, rien n'a changé. Toutes les entreprises, tous les capitaux privés continuent à marcher après la rétrocession. Le mode de vie des habitants, évidemment, aucun changement. Aucun changement. Donc, pour les habitants ordinaires, voilà, qui ne se soucient pas de la structure politique, eh bien, rien n'a changé. Voilà. En titre de comparaison, par exemple, je dirais par exemple, on peut prendre l'exemple indien. Il y a historiquement aussi, il y a Penticuli, il y a aussi Cao. Et après l'indépendance, New Delhi a envoyé l'armée et reprise. C'est légitime, parce que bon, c'est l'héritage colonial, mais c'est une sorte de reprise brusque, à la fois directe. Alors, tandis que pour nous, par exemple, c'est beaucoup plus pragmatisme. Et ça, disons, du point de vue du prix social et politique, c'est moins, je dirais, élevé. Et d'ailleurs, ça se fait aussi dans une période de la réforme et ouverture de la Chine. Et ainsi, le statut particulier de Macao et de Hong Kong, ça ne constitue pas, je dirais, un obstacle à l'unification, mais plutôt facilite l'intégration d'abord transchinement et aussi dans je dirais, dans le processus de globalisation. Et là, je pense que, encore une fois, la sagesse orientale domine et influence la décision. En un mot, il n'y a pas eu le moindre choc au moment de la rétrocession. Mais on voit qu'avant la rétrocession et après, il y a des systèmes juridiques très différents. Donc, comment la loi locale et la loi fondamentale, comme vous avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que c'est cette relation? Bon, alors, il y a quelque chose qui est clair. Donc, la souveraineté appartient au gouvernement central, ça c'est clair. Donc, les affaires étrangères, voilà, la défense, ça, ce sont des affaires du gouvernement central. Voilà. Par contre, tout le reste, y compris même la justice, voilà, reste aux mains des autorités locales et les leaders, voilà, comme c'est le cas d'aujourd'hui, voilà, sont élus par les habitants. Mais il faut que le chef exécutif soit quelqu'un qui aime la Chine, qui aime Macao ou Hong Kong, qui est reconnu comme responsable par le gouvernement central quand même. Voilà. C'est là la souveraineté. C'est quelqu'un qui est en même temps compétent pour administrer une ville, voilà, ou une région. Voilà. Et qui est certainement, mais puisqu'il est élu, qui est certainement reconnu comme
valable par les habitants, par les différents milieux sociaux de Macao ou de Hong Kong. Mais avant, on voit que ce sont des colonies. Donc, en termes de droits de liberté, dans quelle façon cela a changé? Sous l'époque coloniale, les habitants de Macao et de Hong Kong n'ont pas le droit d'élection. C'était surtout après la rétrocession, c'est que les habitants commencent à bénéficier le droit de participation à la vie politique et sociale. C'est différent. Et deuxièmement, il faut voir aussi la différence. C'est que je dirais que Hong Kong occupe une place beaucoup plus importante dans une sorte de chaîne mondiale contrôlée par les Britanniques. Tandis que le Macao, finalement, c'est un lieu de passage. D'ailleurs, c'est que l'Empire portugais, dans les passés, n'était beaucoup moins puissant que, je dirais, britannique. Ainsi qu'à travers, disons, plus de 400, c'est-à-dire 4 siècles, les relations, les Portugais ont habitué de faire plus de compromis, voire des concessions, à condition qu'ils maintiennent leur possession théorique. Dans ce cas-là, je dirais oui, on sait que tout récemment, depuis 2 mois, à Hong Kong, il y a l'émeute, il y a certes manipulé, utilisé, instrumentalisé par des forces anti-chinoises, notamment de CIA ou des soi-disant, disons, ONG, d'organisations non gouvernementales. En réalité, c'est plutôt une sorte de préparation, pour la révolution en couleur, qui en réalité, c'est émeute, c'est le renversement. Et tandis que sur la base sociale, à Macao, c'est que les anciennes puissances ne possèdent pas cette assise. Quel est votre avis, comment les droits des habitants ont changé après la rétrocession? Le professeur Xu a bien évoqué, voilà, avec une preuve évidente, c'est qu'avant, en effet, les habitants de Hong Kong, par exemple, n'avaient pas le droit non seulement d'élection, n'avaient pas le droit de manifester. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ils ont abusé le droit de manifestation pour provoquer des forces de l'ordre, pour utiliser la violence, voilà, pour casser tout. Bon. Avant, ce n'était pas possible. Donc, ils ont toute la liberté possible. Et le cas de Macao est très significatif si je vous dis un autre exemple qui est, voilà, qui est très clair. C'est que, bon, vous savez, les jeux de hasard sont interdits dans toutes les provinces de la Chine, mais toujours autorisés à Macao. Rien n'a changé parce qu'on a bien voulu garder, voilà, le système capitaliste de l'époque sans changement. Voilà. Du coup, les casinos de Macao aujourd'hui sont très connus dans le monde. Voilà. Les jeux de hasard continuent à rapporter des sous aux autorités locales. Une partie de la population vive de ceci, mais en même temps, bien sûr, avec les jeux, il y a d'autres activités de loisirs. Bon, je crois que c'est devenu un secteur économique important, l'un des piliers de Macao. Bon, vous voyez, dans les autres provinces, interdiction totale, tandis qu'à Macao, au contraire, ça se développe. Après la réalisation, ça s'est encore développé. Il y a des entreprises américaines, voilà, qui ont investi davantage après la rétrocession à Macao. Du coup, donc c'est devenu un secteur très prospère. C'est un exemple qui montre qu'en effet, le gouvernement central n'a rien fait pour faire changer, voilà, le système économique et social, ni le mode de vie des habitants de Macao. Donc il n'y a pas eu d'interruption dans ces activités économiques. En plus, il y a des développements encore davantage. Voilà. Ouais. Plutôt les développements. Voilà. Alors justement, je voulais demander
comment, en 20 ans, on voit que cette année marque le 20e anniversaire de la rétrocession de Macao à la Chine. Donc, comment la société macanaise a-t-elle évolué? Ou, comme M. Wu a dit, où il n'y a pas de changement? Comment voyez-vous cela? Parce qu'on dit un pays de système, souvent on évite de dire le mot changement, mais en réalité il y a de la rénovation, il y a la progression, il y a la transformation. Moi j'étais 3 fois à Macao, avant et après rétrospection. À mon regard, à mon observation, ce que je pense, il s'agit d'un processus de transition, non totalement achevé, mais l'orientation est bonne. D'une part, comme M. Wu avait bien mentionné, sur l'industrie de loisirs, les casinos, etc. Aujourd'hui, ça continue à s'opérer, à fonctionner, mais proportionnellement, ça ne représente pas autant de places comme auparavant. Il y a une diversification de l'économie. Oui, c'est-à-dire il perdue une sorte de position de pilier principal pour l'activité locale. Et du point de vue de, je dirais, sécurité sociale, il y a plusieurs mouvements, des frappes sur les crimes organisés. C'est-à-dire réduire, je dirais, les zones grises. Ça, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Et enfin, le troisième événement, je pense, très important, c'est qu'il y a un processus continuel d'intégration économique avec Zhuhai en face, et plus largement dans les 20 grandes perles, je dirais Hong Kong, Macao et les cantons Shenzhen, etc. Et donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire que ce soit sur investissement, sur le joint venture, sur, disons, une sorte d'informatisation de la société. Et Macao a fait de progression, mais pas tout seul, c'était surtout avec association, c'est-à-dire une sorte de joint venture, une opération de joint venture avec Macao. Et d'autre part, on le sait, c'est que Macao constituait 3 petites îles. Je dirais qu'en tant que touriste, 4 heures, ça suffit. Et alors, il manque la terre. C'est justement, c'est qu'à côté de Macao, il y a l'île de Hengqin. Et aujourd'hui, ça constitue la nouvelle bastion pour le développement. Et ce développement ne se fonde pas uniquement sur l'industrie manufacturation classique, mais plutôt sur e-commerce, sur automatisation, sur, disons, électronisation. Et là, du point de vue de transition au sens positif, Hong Kong, Macao a donné un bilan tout à fait positif. Sans pour autant dire que tout était achevé. Il y a pas mal de secteurs où on s'avance encore. Quelles sont vos observations sur l'évolution? Je n'ai pas eu l'occasion de visiter directement Macao comme professeur Xu, mais j'ai eu l'occasion de visiter la ville de Zhuhai à plusieurs reprises et j'ai même fait une excursion en bateau, voilà, pour faire le tour de Macao. Ce que j'ai constaté, c'est en effet l'animation et la prospérité. Voilà. Alors, le professeur Xu a mentionné l'île de Hengqin, qui est une zone limitrophe de Macao. C'est une zone, à mon avis, spécialement aménagée pour permettre l'expansion de Macao. Macao est limité parce que c'est une île. Alors, s'il veut étendre le terrain, géographiquement, ce n'est pas possible. Or, la ville de Zhuhai a justement aménagé l'île de Hengqin pour permettre à Macao de s'étendre. Du coup, l'université de Macao a loué un terrain 20 fois plus grand que le campus initial à Macao pour construire un nouveau campus. C'est déjà fait. Aujourd'hui, les étudiants de Macao qui vont au nouveau campus n'ont pas besoin de passer un contrôle d'identité. Il y a un tunnel sous la rivière qui sépare Macao et l'île de Hengqin pour aller au campus. Vous voyez, c'est ce genre d'aménagement qui facilite énormément la vie quotidienne des habitants de Macao. Et puis récemment, le gouvernement central a investi énormément pour construire le grand pont maritime. Hong Kong, Macao, Zhuhai. Ça facilite énormément aussi
le transport et la circulation des passagers entre les trois villes. Voilà. Et tout ça, à mon avis, montre une évolution dans un sens tout à fait encourageant, voilà, de la ville de Macao, voilà, qui devient aujourd'hui une ville très prospère. Ça va qu'il y a de plus en plus de touristes de la partie continentale qui visitent Macao et qui ont des réactions très positives. Et on voit que cette fois, le candidat de chef de l'exécutif a insisté sur son souhait d'intégrer plus Macao dans le plan de développement de la région de la Grande Baie et aussi dans le sens où on voit qu'il y a des industries comme le casino, ce n'est pas quelque chose qui peut durer sur le long terme, donc il faut trouver des diversifications pour l'économie locale. Donc quelle position Macao a sur ce projet de la région de la Grande Baie et quelles sont les opportunités pour Macao dans ce projet? Je dirais que par son poids, sa dimension, le meilleur choix pour Macao, c'est de travailler côte à côte, avancer en même temps avec Tourette. Donc c'est intégration socialement, culturellement et économiquement. Aujourd'hui, je pense pas, on le sait, Macao a à peu près 600 000 habitants. Alors chaque jour, je dirais, sans compter le nombre de touristes, il y a tout de même un tiers des habitants de Macao qui traversent le Gombe, la douane, pour faire des achats, faire le travail, voire, je dirais, dormir de l'autre côté. Donc l'intégration, ce serait bien sûr l'avenir de cette région. Je vais ajouter, moi je pense que M. Wu c'est un grand diplomate, on le sait, Macao a un autre rôle, c'est la fenêtre de, je dirais, de contact et officialisation des relations entre la Chine et les pays lusophones. On attend tout de même un sommet de Macao pour les relations entre le partenariat entre la Chine et les pays, disons, lusophones. Quelques pays, disons, africains, mais aussi Brésil. Là, c'est un rôle particulier. En effet, ce grand projet, ce grand programme de la Grande Baie, c'est-à-dire la grande zone économique Canton, Hong Kong, Macao, représente une opportunité formidable pour les trois parties. Voilà. Au point de vue démographique, c'est plus de 70 millions d'habitants. Et il faut savoir, ce sont des habitants qui ont un pouvoir d'achat très fort. Donc c'est en même temps un grand marché. Et puis ce sont des habitants très dynamiques. Beaucoup d'entrepreneurs, voilà, sont là. Les grandes entreprises, mais aussi les petites et moyennes entreprises. Donc c'est une région très dynamique. Donc le professeur a bien utilisé le mot intégration. C'est très important pour Hong Kong et Macao de saisir l'opportunité de s'intégrer justement dans cette région de Grande Baie. Parce que la province de Canton, c'est énorme. Voilà. La province de Canton, depuis toujours, figure parmi les premières provinces en termes de performance économique. Pour le premier semestre de cette année, Canton occupe la première place, voilà, en termes de PIB, voilà, en Chine. Voilà. Donc il faut que Hong Kong comme Macao profitent, saisissent, voilà, cette opportunité, voilà, s'intégrer, voilà, pleinement dans ce grand programme. Voilà. Avec ce programme, évidemment, on réduit davantage les barrières tarifaires, on facilite davantage la circulation des habitants. Je crois qu'on accorde même les mêmes avantages aux habitants de Hong Kong et de Macao s'ils s'installent, voilà, dans la province de Canton, les mêmes avantages que les habitants de la province. Vous voyez, ce sont des mesures prises, voilà, spécialement en faveur du développement en commun de ces trois parties, voilà, pour dégager justement un dynamisme, une synergie de développement économique et social.
Alors il y a un autre projet intéressant, c'est l'initiative Ceinture et Route. Donc quelles sont les opportunités là-dedans dans cette initiative pour Macao? Vous avez évoqué tout à l'heure un peu ce statut d'interface entre la Chine et d'autres pays. Donc quelle est votre observation? Il peut continuer à jouer le rôle de fenêtre et de lieu de rencontre entre la Chine et les pays lusophones, mais il peut aussi encore renforcer le rôle de transit, non seulement dans la capitalisation, mais aussi dans l'importation et exportation, toujours associé avec le delta de Perle, pas tout seul, ça c'est important. Et enfin, je pense que aussi c'est l'élévation, je dirais la promotion de informatisation, industrialisation. Ce n'est plus le secteur classique, manufacturation, mais c'est aussi le e-commerce, c'est-à-dire électronique, automatisation, etc. Et on le sait par exemple, Zhuhai, tout de même, c'est pas le premier, mais tout de même représente une position très pionnière dans la recherche et application de l'intelligence artificielle ou d'autres domaines, disons, pionnières. Et là, bien sûr, Hong Kong peut bénéficier, mais aussi y faire sa propre contribution. Évidemment, pour Macao, Ceinture Route, l'initiative Ceinture Route représente une opportunité. Voilà. D'ailleurs, pour le gouvernement central, Macao peut jouer justement un rôle important là-dessus. D'abord, pour le gouvernement central, Macao peut poursuivre l'objectif de devenir un grand centre de loisirs international. Voilà. Macao dispose des avantages existants déjà. Par exemple, j'ai évoqué les investissements américains. Voilà. Une entreprise de Las Vegas, je crois, a investi énormément il y a quelques années à Macao pour construire un complexe hôtelier énorme qui dispose de 3000 chambres d'hôtel. Vous voyez, pour favoriser le tourisme, le loisir, il y a des conditions très favorables. Donc il faut poursuivre cette voie. Ça, c'est un. Voilà. La deuxième chose qui est aussi très importante, c'est l'aspect évoqué par le professeur Xu. C'est le forum de coopération économique Chine, pays, tradition de langue portugaise, c'est-à-dire 8 pays, y compris le Portugal, mais aussi le Brésil, mais aussi certains pays africains, mais aussi le pays asiatique comme Timor oriental. 8 pays, voilà, de langue portugaise, plus la Chine, voilà. On choisit déjà, voilà, Macao comme le siège de ce forum. Donc il y a déjà eu 5 conférences ministérielles qui ont eu lieu à Macao pour renforcer les échanges, voilà, et les coopérations entre la Chine et les pays concernés. Et cette année, je crois, il y aura la 6e conférence ministérielle. Du coup, avec ces deux aspects-là, déjà, Macao peut très bien jouer son rôle dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Très très brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, quels sont selon vous les défis pour Macao aujourd'hui, M. Xu? C'est-à-dire, on a beaucoup réduit le rôle, disons, le pilier principal, comme l'industrie de loisirs, en diversifiant, en encourageant le développement des autres secteurs. Ça, c'est très bien, mais il faut encore continuer. Et deuxièmement, vu ce qui se passe à Hong Kong, je pense qu'il faut penser que aussi, si par exemple une inégalité sociale, entre les couches sociales, des choquantes, ça va tôt ou tard provoquer des questions. Et depuis, disons, 2 décennies, Macao en gros a mieux maîtrisé, je dirais, cette inégalité sociale entre différentes couches sociales. Alors je vous remercie à tous les deux, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.